Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo. Elle aura pour thème la K-pop, ce mouvement musical tout droit sorti de la Corée du Sud. Afin d'aborder le sujet de la K-pop, j'ai décidé de faire un abécédaire, c'est-à-dire que je vais prendre chaque lettre de l'alphabet et l'associer à un terme plus ou moins générique afin de vous donner une explication claire et concise de ce qu'est la K-pop. Alors c'est parti! A pour agence. L'industrie de la K-pop a pu voir le jour grâce aux agences qui ont été créées en Corée du Sud, mais il y en existe 3 qui sont particulièrement influentes. Nous avons tout d'abord la SM Entertainment. Attention, je vois déjà les remarques concernant les initiales. Mais il faut savoir que SM est l'abréviation de Star Museum. Donc ainsi, la SM Entertainment a été créée en 1995 par son PDG Lee Soo-man. Et il compte notamment les groupes SHINee, TVXQ ou Super Junior. Ensuite, nous avons la YG Entertainment qui a été créée par Yang Hyun-suk en 1996 et qui compte notamment les groupes Big Bang, 21 ou Winner. Pour terminer, nous avons la JYP qui a été créée en 1997 par son PDG Park Jin-young. Il compte notamment les groupes 2PM, 2AM ou encore Missei. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que ces 3 agences qui font de la K-pop. Nous avons d'autres agences qui sont plus petites, mais qui comptent quand même dans l'industrie de la K-pop. B pour beauté. Tout le monde le sait, la société d'aujourd'hui s'accorde à dire que la beauté c'est très important. Ainsi, pour la K-pop, c'est exactement la même chose. Il faut rentrer dans le moule si on veut plaire et susciter l'intérêt du public. Ainsi, il n'est pas rare de voir des garçons se maquiller et phénomène très notable, dans la société coréenne, un garçon qui met de la BB cream c'est devenu très commun. La société masculine coréenne tend à se féminiser. Assistons-nous à une crise de l'identité masculine ? En tout cas, ne vous étonnez pas si les garçons sont très maquillés dans la K-pop, car c'est un des points essentiels de la beauté. Tout le monde y passe afin de préserver une certaine homogénéité de l'apparence. C pour concept. Lorsqu'un artiste ou un groupe se lance dans le domaine de la K-pop, il faut lui donner une identité, un concept, afin qu'on puisse le reconnaître. Ainsi, nous pouvons avoir plusieurs concepts, c'est très varié. Nous avons de la ballade, ou au contraire du provocateur ou du sexy. Mais il arrive que pour certains groupes, les concepts donnés ne suscitent pas l'intérêt du public. Alors, on assiste à des changements de concept dans le groupe, comme si ces groupes se cherchaient. Parfois même, le concept donné est assez controversé, surtout chez les artistes féminines. Il y a cet équilibre précaire entre le sexy et le vulgaire. Est-ce que les artistes féminines sont contraintes de se déhancher afin de plaire ? Les groupes féminins de la K-pop ont beaucoup plus de mal à s'implanter dans le système, tout simplement parce que le public visé par la K-pop est majoritairement féminin. D pour danse. Une fois qu'on a un concept, il faut lui donner des codes, et la danse en est un. Dans l'univers de la K-pop, les danses ont tendance à s'inventer, à se réinventer. Les enchaînements peuvent être difficiles, tout comme faciles. L'important, c'est de se souvenir des danses pour qu'ainsi on se souvienne du groupe. Une fois la danse assimilée, c'est comme si on assimilait le groupe. Mais plus les chorégraphies sont difficiles et plus cela devient dangereux pour la santé des artistes. Prenons l'exemple de Juno des 2PM. Lors d'une émission diffusée il y a quelques années, une vidéo de l'entraînement des 2PM a été diffusée. Je ne vous montrerai pas l'extrait parce que c'est assez choquant. Mais nous pouvons voir que Juno tombe à 90 degrés sur les épaules en tentant de faire un salto arrière qui était prévu dans la chorégraphie. Il a été transporté à l'hôpital. Mais est-ce qu'il faut que ce genre d'événement arrive pour qu'on impose des limites à la danse ? En tout cas, le plus important, c'est qu'on se souvienne des danses pour qu'ainsi on puisse graver dans nos mémoires le concept du groupe. E pour emploi du temps. L'emploi du temps d'une star de K-pop est calculé à la minute près, à l'heure près. Il faut absolument promouvoir l'artiste un maximum et du coup les agences multiplient les lives, les émissions ou même les concerts, surtout en période de promotion. C'est à se demander si les artistes ont du temps pour eux. Je parle notamment de sommeil. Ainsi, il n'est pas rare de voir les stars de K-pop dormir dans leurs vannes ou dans leurs avions quand ils ont des promotions à l'étranger. Est-ce que les stars de K-pop sont condamnées à suivre ce rythme particulièrement rude qu'est la K-pop ? En tout cas, je m'accorde à dire qu'avoir un rythme soutenu comme ça doit pas être facile tous les jours. F pour fandom. Un fandom, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une communauté qui est créée autour de l'artiste. L'agence peut la rendre officielle, tout comme elle peut être officieuse, dans l'attente du nom officiel. Ainsi, vous pouvez être une VIP, une Shawol, une Blackjack et j'en passe. Dès que vous prononcez un de ces fandoms, vous vous donnez une identité et surtout une position dans la K-pop.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un fandom, c'est avant tout une grande famille. Et lorsque plusieurs familles s'affrontent, il peut y avoir de la haine viscérale comme il peut y avoir de l'entraide. Des fois, c'est une guerre sans merci qui est lancée, quelle que soit l'occasion donnée. Mais il faut savoir que dans les fandoms, il y a des fans qui sont assez extrêmes. Je parle évidemment des sasaeng. Les sasaeng, ce sont des fans qui consacrent toute leur vie pour l'artiste. Et ils sont prêts à se mutiler pour prouver leur amour. C'est un extrême de la K-pop, je le reconnais, mais je pense que c'est assez important à le notifier. Parce que certaines fans sont prêts à tout afin de se faire remarquer et de préserver l'authenticité de son artiste. G comme groupe. Bon d'accord, j'en ai déjà parlé précédemment, mais j'estime que la lettre G doit se consacrer au groupe. Parce que dans la K-pop, je trouve qu'il y a énormément plus de groupes que d'artistes solo. Les groupes peuvent se composer de 3, 4, 5 ou même 12 membres, comme par exemple le groupe EXO, même s'il n'y en a plus que 10 aujourd'hui, mais je n'en parlerai pas maintenant. Alors forcément, ça crée du favoritisme. Qui est ton préféré dans tel groupe? C'est une question que j'entends très souvent dans les conversations entre fans. Moi-même, je n'y échappe pas. Ainsi, les agences en jouent beaucoup, et dans les albums que nous pouvons acheter, des fois il y a des petites photocards qui... Moi aussi j'en ai. Les photocards, ce sont des cartes comme ceci, et qui représentent l'effigie d'un membre particulier dans le groupe. Mais du coup, ça crée des échanges, ça crée un véritable marché entre les fandoms. H pour Hallyu. La K-pop, c'est avant tout un des mouvements clés de la Hallyu, c'est-à-dire de la vague coréenne. Avec le patrimoine culturel, la nourriture et le paysage, la Corée tend à s'exporter dans le monde entier. C'est un véritable phénomène qui a commencé à partir du début du XXIe siècle, mais qui a vraiment connu son essor il y a quelques années seulement. La K-pop est un instrument de bénéfice, c'est aussi le porte-parole de la Corée, du moins un des porte-paroles. Avec la K-pop, la Corée peut s'attirer les foules et du coup accroître son marché. La K-pop nous permet ainsi de découvrir un pays qu'on a tendance à oublier au profit de ses voisins japonais ou chinois. I pour international. Si la K-pop c'est avant tout de la musique coréenne, il y a des codes occidentaux qui sont respectés afin de justement attirer le public. Ainsi dans les compositions et notamment les paroles des chansons de K-pop, il y a certains passages qui sont en anglais car l'anglais est la langue internationale. Ce sont aussi généralement les uniques passages que nous, fans occidentales, nous retenons dans les chansons coréennes. Les danses de la K-pop sont dérivées des danses américaines, notamment le hip-hop ou le R&B. Mais dans les compositions, il y a aussi certaines connotations occidentales. Du coup, c'est en usant de codes occidentaux que la K-pop peut aussi bien s'exporter dans le monde et du coup attirer beaucoup plus de public. J pour Japon. Je sais, c'est un peu étrange d'utiliser le point J pour le Japon, mais je m'explique. En réalité, la Corée a été envahie très longtemps par les Japonais au début du 19e siècle. Ensuite, il y a eu les guerres mondiales et puis la guerre de Corée avec la séparation des deux Corées, donc Corée du Sud et Corée du Nord. Ensuite, il y a eu l'arrivée au pouvoir du dictateur militaire Park Chung-hee dans les années 60. Malgré les souvenirs douloureux de l'occupation japonaise, Park Chung-hee a utilisé les mêmes techniques que le Japon afin de développer la croissance économique de la Corée du Sud. Je crois même que s'il n'avait pas été là, la Corée du Sud n'aurait pas connu un développement aussi important à la fin du XXe siècle. Ainsi, le Japon est devenu un modèle pour les Coréens. Et cela se traduit par la K-pop. Évidemment, avant la K-pop, il y avait la J-pop. La J-pop a connu le même essor que la K-pop, mais il y a eu un certain déclin dans les années 2010 et la K-pop a dû ainsi prendre le relais. La K-pop a pu ainsi voir le jour et s'exporter, notamment grâce à la J-pop. K pour karaoké. Enfin, karaoké, c'est le terme générique. En Corée, nous utilisons le terme noraebang. Et les noraebang, c'est une tradition chez les Coréens. Que ce soit les employés d'entreprise ou les jeunes, les noraebang, c'est un passage obligé si on veut passer une bonne soirée en Corée. Dans les noraebang, nous pratiquons du coup le karaoké. Et au karaoké, nous pouvons du coup reprendre les chansons préférées de K-pop. Et donc vous pouvez passer une excellente soirée en compagnie de vos amis afin de reprendre les titres de K-pop. La K-pop s'est implantée absolument dans tous les domaines en Corée du Sud et le karaoké est un élément majeur. L pour langue. La K-pop c'est avant tout un domaine musical propre à la Corée du Sud. Et dans l'idée de faire découvrir le pays, il faut ainsi faire découvrir la langue. C'est pourquoi les chansons coréennes sont bien évidemment en coréen. Malgré les petits passages en anglais, afin de familiariser le public à la langue coréenne, les chansons sont donc en coréen.
Cela favorise l'internationalisation de la K-pop et du coup son expansion dans le monde entier. Si les fans développent un intérêt certain pour la K-pop, ils s'intéresseront ainsi à la langue coréenne. Et quand on s'intéresse à la langue coréenne, c'est un portail qui s'ouvre sur toute la culture. Car qu'on se l'accorde bien, la langue, ça définit tout le patrimoine d'un pays. M pour mannequinat. Évidemment, certains artistes de K-pop n'hésitent pas à utiliser l'avantage de leur corps quasi irréprochable afin de lancer une carrière de mannequinat. C'est aussi un excellent moyen pour les agences de développer le marché de la K-pop. Ainsi, les créateurs de mode s'arrachent les artistes en vogue et n'hésitent pas à les inviter pour participer à des défilés. Toute la branche du stylisme n'hésite pas à utiliser les icônes de la K-pop afin de se promouvoir eux-mêmes. Du coup, les visages des icônes de la K-pop apparaissent très souvent dans les magazines de mode. Ce qu'il faut retenir, c'est que les artistes de K-pop sont les visages de l'industrie musicale. Ainsi, la K-pop peut s'étendre par tous les moyens. N pour nutrition. Évidemment, je pense que pour tous les artistes, pas seulement la K-pop, les fans et la presse people ne peuvent pas s'empêcher de s'emparer des titres quand il s'agit de la nutrition, notamment des régimes alimentaires. La K-pop n'y échappe pas. Certaines idoles font part de leur régime alimentaire à la télévision et ce n'est pas par fierté personnelle. La plupart du temps, les artistes de K-pop sont contraints de suivre le régime drastique imposé par les agences afin de préserver leur apparence irréprochable. Ils se doivent de garder une image à la perfection ou du moins qui s'en approche le plus, pour ainsi susciter l'intérêt des fans et pour ainsi qu'ils soient leur modèle. Et donc par là, bien évidemment, de susciter l'intérêt des consommateurs, puisque c'est le marché de la K-pop qui est en jeu. Je me souviens une fois, j'ai assisté à un concert de K-pop en Corée du Sud, et j'ai vu les Dash Chabet participer à une performance. Et j'ai été vraiment très étonnée de voir que leurs jambes étaient vraiment très fines. Elles étaient vraiment toutes plates. J'étais vraiment très gênée en les voyant. Et je me disais, mais s'il y a un coup de vent, elles vont s'envoler. Et donc du coup, ça m'a fait prendre conscience que la nourriture coréenne, notamment le régime coréen en fait, je me demande si les agences font vraiment attention à leurs idoles. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les critères de beauté exigent avoir une taille irréprochable. Mais ça, ce n'est pas le cas forcément de la K-pop, c'est le cas partout dans le monde car c'est la société de l'apparence qui prend le contrôle sur tout aujourd'hui. O pour... Oppa Gangnam Style. Je ne m'attarde pas sur le Oppa Gangnam Style car c'est le sujet de mon point P ou plutôt de son artiste, il s'agit de Psy évidemment. Psy c'est le king de la K-pop, c'est celui qui a réussi à promouvoir vraiment la K-pop dans tous les sens du terme. Son tube planétaire Oppa Gangnam Style a été vu à plus de 2 milliards de vues sur YouTube, c'est le record de la plateforme. Ce qui est quand même assez intéressant à noter tout de même, c'est que Psy ne rentre pas dans toutes les catégories que j'ai énoncées précédemment. Enfin, pas vraiment toutes, mais tout ce qui est sujet à la beauté ou même au régime, à la nutrition, Psy il est vraiment en dehors de tout ça. Quand on voit Psy, quand on voit la K-pop à côté, Psy ce n'est pas tellement le reflet au niveau de l'apparence. Ce que je veux dire au niveau de la musique, c'est tout à fait ça, c'est la K-pop. Mais au niveau de l'apparence, il n'est pas comme les autres stars de K-pop, évidemment. Ce qu'il faut retenir néanmoins, c'est que ce n'est pas en entrant dans la perfection que tend à préserver la K-pop que nous pourrons arriver à un succès escompté. Et Psy est l'exemple parfait. Q pour question, et j'entends par là les questions posées par les journalistes pour les stars de K-pop. Les agences ont tendance à filtrer les interviews afin de justement éviter les scandales, les débordements. Les artistes sont même conditionnés afin de donner une réponse type à une question posée. Ainsi, il n'est pas rare de voir la question se poser plusieurs fois dans plusieurs interviews, et ce à des rythmes assez élevés. La K-pop est un terrain qui se veut très conservateur quand il s'agit de la vie privée d'un artiste, surtout au sein de son agence, afin de justement éviter de ternir l'image de l'agence et donc de ternir l'image des autres groupes. R pour rookie. Un artiste solo peut être un rookie. Ou un groupe peut être un rookie. Mais un rookie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un terme donné pour les groupes ou les artistes qui viennent de débuter sur le marché de la K-pop. Évidemment, la limite est un peu confuse car on ne sait pas quand est-ce qu'on ne devient plus un rookie ou quand est-ce qu'on le reste encore. Dans l'industrie de la K-pop, on peut ne plus devenir un rookie en gagnant tout simplement un prix sur les émissions télévisées spécialisées dans la musique coréenne et donc la musique K-pop. Mais d'autres personnes s'accordent à dire qu'après un certain moment d'ancienneté, une certaine année ou même 2 ans,
Un groupe ou un artiste de K-pop ne devient pas rookie et devient plutôt un vétéran. La qualification est assez floue et la limite est quand même assez mince. Mais le terme rookie est très souvent utilisé dans le vocabulaire de la K-pop. Est-ce pour scandale? Ce sont littéralement les bêtes noires de l'agence. Ça ternit la réputation des agences, ça ternit la réputation des groupes et ça force à la remise en question. Il s'agit souvent d'annulation de contrats ou même de départ dans les groupes. Le scandale le plus mémorable reste quand même celui des TVXQ, le groupe de la SM Entertainment. Le groupe était au départ composé de 5 membres, Junsu, Yuno, Changmin, Jaejong et Yuchun, mais suite à un problème de contrat, ils ont décidé de poursuivre en justice l'agence. Après de très nombreux appels en justice, la situation s'est très mal terminée, autant pour l'agence que pour les membres. Yuno et Changmin sont restés au sein de la SM Entertainment et continuent à promouvoir le groupe TVXQ. Quant aux 3 autres membres, ils sont partis et ils ont créé le nouveau groupe JYJ, qui est devenu un nouveau groupe phare. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que les membres de ce groupe sont devenus de véritables martyrs pour l'industrie de la K-pop en ce qui concerne les scandales. Qu'on se l'accorde néanmoins, l'année 2014 est définitivement l'année noire de la K-pop. Il y a eu énormément de départs dans les groupes, d'annulations de contrats et de poursuites en justice. Il y a eu même des officialisations de couples, mais il y a eu tellement de scandales cette année que je ne peux pas vous faire l'étalage de tout ce qu'il s'est passé malheureusement. Mais ce qu'il faut retenir néanmoins, c'est que les scandales mettent en péril la légitimité des agences et du coup ternissent l'image de pureté et de unicité que la K-pop tend à préserver. T pour Trainee. Trainee concrètement c'est une star à en devenir. Les jeunes qui participent aux auditions spéciales organisées par les agences se performent et du coup s'entraînent afin de devenir les icônes de demain. Ils ont ainsi un temps de formation assez élevé, ça peut venir de plusieurs mois jusqu'à plusieurs années, mais en tout cas, ils sont conditionnés afin justement de devenir les nouveaux porte-parole de la K-pop. C'est aussi durant cette période-là que les trainees sont conditionnés afin de répondre aux questions types posées par les journalistes lors des interviews. U pour Euslang. Euslang est un terme propre à la Corée du Sud. Ce sont des jeunes qui mettent en avant leur physique irréprochable afin de se faire connaître sur la toile. C'est l'exemple même de l'importance de la beauté dans un pays. Un Euslang se doit d'être blanc de peau, être très mince et avoir aucune imperfection sur le visage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des stars de K-pop étaient des Euslang avant de devenir des idoles. Et les Euslang parfois se réorientent dans le cinéma ou même le mannequinat et la musique afin de se faire connaître à plus large échelle. Du coup, on peut dire que la K-pop est un magnifique tremplin pour ces Euslang. V pour Variety, et j'entends par là les émissions qui sont spécialement créées pour la K-pop. La télévision coréenne utilise de nos jours beaucoup la K-pop afin d'augmenter les chiffres de la chaîne. Parfois les émissions ont un concept assez original. Il y a eu comme par exemple l'émission Hello Baby, où un groupe de K-pop devait s'occuper d'un enfant en bas âge durant un certain temps. Puis il y a l'émission Phénomène d'aujourd'hui, il s'agit de The Return of Superman. C'est tout simplement une émission qui met en avant le quotidien des papas stars avec leurs enfants. C'est notamment le cas de Tableau des Epic High, groupe de la YG Entertainment, qui passe dans cette émission avec sa petite fille Haru. Il y a tellement de concepts pour les émissions de K-pop que ce serait vraiment trop long de les énumérer maintenant. Bien sûr, il existe des émissions spécialisées pour la performance musicale de la K-pop. J'entends par là notamment Lingi Kayo ou même le Music Bank ou encore Mnet. Ce sont des programmes de performance, c'est-à-dire que les artistes viennent sur scène afin de promouvoir leur titre actuel. Il y a la danse, il y a le chant et il y a la performance évidemment. W pour Weekly Idol. Weekly Idol est une émission de variety, mais je préfère consacrer ce point pour cette émission en particulier car elle se détache vraiment des autres émissions. Cette émission est animée par le duo fantasque Donnie et Connie. Et chaque semaine, ils accueillent un groupe ou un artiste de K-pop afin de justement faire la promotion de son titre. Il est souvent question de détente, de jeu, de rigolade afin de donner du souffle aux artistes. C'est une émission humoristique spécialement dédiée à la K-pop. De nombreux jeux y sont pratiqués et cela permet de faire l'alliance entre la détente et la promotion. Les présentateurs et les idoles qui sont présentés prennent beaucoup de rire et donc Weekly Idol est une émission de tranche de vie qui est vraiment très intéressante. X pour xénophobie. Je sais, le terme est un petit peu rude par rapport à la réalité des choses, mais laissez-moi m'expliquer.
En réalité, dans la K-pop, les stars ne sont pas forcément coréens pur souche, si je puis dire. Beaucoup d'idoles viennent de Chine, du Japon ou même des États-Unis. Évidemment, des auditions internationales sont organisées, mais il y a un certain filtrage des participants. J'entends par là que même si on ne vient pas de Corée, il faut absolument que l'on soit typé asiatique si on veut rentrer dans le moule de la K-pop. J-Park, Amber, Ellie ou encore Aaron des Newest ne sont pas uniquement coréens, ils ont une double nationalité. Et parfois ça suscite la haine chez certains fans. Je prends l'exemple des Super Junior M, c'est une branche des Super Junior, groupe créé par la SM Entertainment. Les Super Junior M n'ont pas connu un grand succès à leur début parce qu'ils étaient principalement chinois. Et les elfes, c'est-à-dire les fans membres du fandom des Super Junior, ne considéraient pas les membres des Super Junior M comme des membres à part entière. Aussi, l'année dernière, soit en 2013, il y a eu un groupe qui a fait beaucoup parler de lui. Je parle bien entendu de The Gloss. Il s'agit d'un quatuor féminin avec à son bord une française. Il s'agit de Olivia, la première occidentale qui est entrée dans le monde de la K-pop. Malheureusement, The Gloss n'a pas fait ses débuts officiels car je pense par souci d'homogénéité, l'agence a décidé de ne pas lancer le groupe sur le marché. La K-pop veut juste préserver l'unicité de ses figurants et ainsi préserver l'unicité de son apparence. Et malgré le melting pot des nationalités, la K-pop s'en sort très bien. Y comme YouTube, la super plateforme d'internet du partage de vidéos. La K-pop s'implante énormément sur YouTube et utilise beaucoup la plateforme afin de faire parler d'elle. Ainsi, les chaînes officielles des agences publient les clips de ces artistes afin de lancer leur promotion et c'est le point de départ de toute une machine qui se met en route. C'est grâce à ces clips mis sur YouTube que la dimension de la K-pop prend forme. C'est-à-dire qu'on peut voir l'esthétique du clip, on peut voir les membres, on peut voir le concept mis en avant et on peut voir la musique et la danse, tout ce qui est en rapport avec la K-pop en fait. Je pense que sans clip, la machine ne peut pas s'activer. Donc la promotion commence par l'annonce du clip, donc les teasers qui sont publiés, mais aussi le clip officiel qui est annoncé. Le clip, c'est ce qui lance la promotion de l'artiste. Du coup, YouTube, c'est ce qui lance la promotion de l'agence. YouTube est donc un véhicule de la K-pop et du coup un véhicule de la promotion musicale. Et nous terminons ainsi cet abécédaire pour parler de Z de Zelo, le dernier membre du groupe BAP lancé sur le marché de la K-pop en février 2012. Je vais parler du groupe BAP parce qu'il est au cœur d'un scandale actuellement. BAP est un groupe lancé par la TS Entertainment et depuis 2 ans déjà, ils enchaînent les promotions sans jamais s'arrêter. Ça va de 3 à 6 mois avant qu'ils reviennent et c'est un rythme vraiment très éreintant. C'est à se demander si parfois les membres du groupe avaient droit à des vacances, à du repos parce qu'ils étaient toujours sur scène, toujours en concert, toujours en promotion. Le contrat est devenu trop déséquilibré et leur santé a été beaucoup mise en jeu. Et les membres du groupe ont attendu à ce que Zelo, du coup le cadet du groupe, devienne majeur afin de lancer des poursuites contre l'agence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un artiste mineur est obligatoirement rattaché à son agence, c'est-à-dire que quelles que soient les plaintes portées contre l'agence, tant que le membre est mineur, il est rattaché à l'agence et ne doit pas s'en échapper. L'acte des membres de BAP est un exemple de solidarité et de famille, car il faut savoir que la communauté est un point vraiment essentiel en Corée du Sud. Ils ont tout simplement attendu que Zelo devienne majeur afin de lancer les poursuites contre l'agence. Le but de cette poursuite en justice, c'est de nullifier leur contrat, car ils estimaient ne pas recevoir assez par rapport à ce qu'ils avaient produit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la TS Entertainment gagnait environ 90% des bénéfices apportés par les BAP et les membres du groupe ne percevaient que les 10% restants. Cela remet beaucoup en question le principe des slave contracts, c'est-à-dire les contrats d'esclavage, car les BAP ne sont pas les seuls à avoir été victimes de ce genre de contrat. Là encore, c'est un aspect sombre de la K-pop dont je vous fais part, mais je pense que c'est important de noter le fait que les contrats ne sont pas forcément tous légitimes. Et voilà, c'est la fin de ce grand abécédaire. J'espère que cela vous aura apporté beaucoup de précisions concernant la K-pop. Évidemment, il y a beaucoup d'autres points auxquels je n'ai pas parlé, mais que j'aimerais beaucoup parler si possible dans une autre vidéo, j'ose l'espérer. J'espère néanmoins que vous avez passé un excellent moment et que vous avez appris beaucoup de choses sur la K-pop. Je vous souhaite donc à tous une excellente continuation et on se revoit très bientôt, j'espère. Ciao!